et nous ne mettions jamais les pieds dans une emprise de la DGSE. Les contacts se faisaient exclusivement à l'extérieur du service, à travers mon officier traitant, qui était mon seul référent vis-à-vis du service de renseignement. Pendant plusieurs jours, parfois même peut-être 15 jours, je ne donnais pas de nouvelles. Donc il fallait que j'ai auprès de moi une épouse extrêmement compréhensive et exemplaire. Elle avait certainement des doutes, mais ne me posait pas de questions. Quand j'ai vu les Américains débarquer quelque part, c'était pas exceptionnellement efficace. On les voit arriver avec leurs gros sabots, ils sont arrogants, ils ont du mépris pour tout le monde, pour leurs concurrents évidemment, mais aussi surtout pour les Africains. À la sortie de votre service militaire à la fin des années 80, vous avez 25 ans et la DGSE prend contact avec vous. Comment vous aborde-t-il? Ils me contactent par téléphone, tout naturellement, en me demandant de remonter à Paris. À l'époque, je vivais aux Arcs, dans une station de sport d'hiver en Savoie, où je pensais consacrer ma vie au métier de la montagne. Ils ne me disent pas qui ils sont. Je peux m'en douter un tout petit peu. Ils me donnent rendez-vous dans un bistrot du 8e arrondissement qui s'appelle l'Idéal, qui existe toujours. Et il y a un grand type un peu sec qui m'attend sur la banquette du fond et qui me soumet pendant 2 heures à un entretien un petit peu serré où justement je résiste à ces multiples et répétés coups de pression. Selon vous, qu'est-ce qui a attiré leur attention sur votre profil? Qu'aviez-vous d'un agent secret? Ah, c'est un peu un mystère encore pour moi, mais certainement les capacités d'adaptabilité, les capacités de voyager. J'avais déjà voyagé dans des pays un peu compliqués. J'avais une attirance pour l'atmosphère autour du milieu de l'espionnage qui avait été notamment véhiculé par la fiction, hein. Tous les garçons de mon âge avaient vu des films d'espionnage, avaient baigné dans des romans d'espionnage, ce qui avait été mon cas. Et je prends un peu ça comme un jeu, dans la mesure où j'essaye de créer de la distance entre l'événement qui pourrait m'impacter et ma réaction, et en vivant tout ça presque comme une fiction finalement. Je pense que mon premier officier traitant a compris quels étaient les ressorts qui pouvaient m'amener en fait à rejoindre ce service clandestin, mais ça ne suffisait pas. Et petit à petit, j'ai mesuré tout de même les enjeux et j'ai mesuré l'effort qui était fait auprès de moi, hein, avec un budget, avec du temps consacré. J'ai tout de suite compris tout de même qu'au regard de cet effort, eh bien, de ma part, il devait y avoir une véritable, non pas excellence, mais une obligation de résultat en termes de recueil, de récolte de renseignements sur zone de crise. Justement, vous racontez avoir intégré le service clandestin qui deviendra plus tard le service mission. Quels étaient vos objectifs au sein de ce service? Ça s'appelait le service clandestin parce que justement les officiers traitants traitaient des agents, des sources, des correspondants qui n'avaient absolument aucun lien avec le service de renseignement, ni structurel, ni financier, ni administratif, et nous ne mettions jamais les pieds dans une emprise de la DGSE. Je n'ai jamais mis les pieds boulevard Mortier ou je ne sais où. Les contacts se faisaient exclusivement à l'extérieur du service, à travers mon officier traitant qui était mon seul référent vis-à-vis du service de renseignement. Donc le service mission qui dépendait de la direction des opérations de la DGSE menait 2 objectifs. Le premier, c'était de récolter du renseignement sur zone de guerre, sur zone de crise, donc déployer du personnel spécialisé sur ces zones-là, et puis donc des agents de terrain comme je l'étais, qui pouvaient donc récolter de l'information. Notre deuxième activité principale était de soutenir les mouvements de guérilla que la France aidait clandestinement. Donc de trouver tout moyen nécessaire et je dirais raisonnable pour aider ces mouvements de rébellion armée. C'est un service de renseignement, mais c'est aussi un service secret. Donc un service qui s'autorise, avec l'aval des autorités, un certain nombre d'opérations clandestines pour accompagner justement les ambitions de la France dans sa politique extérieure. Parmi ces missions, l'une vous a-t-elle particulièrement marqué? Celle de l'opération Café, où j'ai imaginé que pour soutenir au mieux le mouvement de guérilla, il fallait réhabiliter la filière café dans une zone qu'elle contrôlait au nord de l'Angola, qui est une grande zone caféière avant la décolonisation, et qui n'exportait plus de café depuis le début de la guerre civile, depuis une vingtaine d'années. J'ai imaginé qu'en réhabilitant la filière café, nous pouvions donner un coup de main efficace et relativement intelligent à un mouvement de guérilla, sans se commettre à leur donner des armes, etc., qu'ils demandaient tout le temps, mais que nous ne leur donnions pas. En fait, c'était d'avoir des relations d'État à État très conformes avec le gouvernement en place à Luanda, puisque nous étions le premier exportateur de pétrole dans ce pays, mais en leur faisant comprendre que si nous
n'obtenions pas ce que nous souhaitions sur le plan pétrolier, eh bien nous avions la capacité d'aider un peu plus le mouvement de guérilla en face. Ce n'était pas vraiment une perversité, c'était de la réelle politique, et c'était plutôt une technique assez intelligente finalement, en ayant à la fois les deux fers au feu, mais aussi en se garantissant une bonne collaboration avec le régime en place, qui savait que nous avions les moyens d'apporter plus éventuellement au mouvement de rébellion en face. Et ça a marché, ça a fonctionné. En 9 mois, on a réussi à oxygéner économiquement une partie du pays qui était grande comme 4 ou 5 départements français. Ce café était très difficile à sortir de cette zone qui était contrôlée par l'UNITA, donc le mouvement de rébellion. On ne pouvait pas vraiment utiliser les routes du nord parce que la météo faisait dans ces zones-là que les routes étaient quasiment impraticables. Donc j'ai imaginé pouvoir sortir le café par voie aérienne, qui était économiquement une hérésie. C'est comme si on transportait du ciment, du béton par les airs, mais comme tous les avions qui ravitaillaient le mouvement de guérilla repartaient à vide, eh bien, je les ai fait charger avec du café. Et j'avais organisé 8 coopératives autour de 8 décortiqueuses de café, auprès desquelles donc, les paysans venaient échanger leurs grains de café, leurs cerises de café, contre des produits référencés. C'était une opération assez audacieuse qui a très bien fonctionné. Et un petit peu avec des bouts de ficelle, mais c'était ce qui est très intéressant. C'est celle certainement qui m'a pris le plus d'énergie pendant toutes ces années. Au cours de toutes ces expériences africaines, avez-vous vu au fur et à mesure la baisse de confiance envers la France et le renforcement de la présence russe qui s'est imposée ces dernières années? Vous savez, à l'époque, moi, où j'ai commencé à travailler sur le continent africain, c'était à la fin de la guerre froide. Et déjà, le camp marxiste occupait déjà énormément de pays. Vous savez, il y avait tout le glacis en Afrique australe, autour de l'Afrique du Sud, d'obédience communiste. Il y avait d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme la Guinée, et d'autres encore qui étaient déjà tombés sous la tutelle soviétique puis russe. Ensuite, il y a eu un vrai repli de la Russie sur le continent, et c'est seulement depuis le milieu des années 2010, à travers notamment les premières opérations de Wagner extérieures au Sahel, mais d'abord en Libye et en République centrafricaine, que la Russie a retrouvé, si j'ose dire, une ambition africaine, mais assez limitée, parce qu'il y a énormément de bruit autour de ces opérations. Il y a 3 régimes sahéliens, 3 juntes qui se sont installés avec le soutien de la Russie. Mais vous savez, la Russie, c'est seulement 2% des opérations commerciales en Afrique. Donc finalement, c'est assez limité. Ça se limite strictement à la prédation autour du secteur minier et à la présence militaire autour de chefs d'État et de jeunes africaines. Mais finalement, c'est assez limité par rapport à l'influence chinoise, qui est moins visible, mais beaucoup plus importante. Les Chinois, on ne les voit quasiment pas, mais ils sont présents partout, et ils sont présents grâce à une double raison. Un, ils ne conditionnalisent pas leur rapport avec les États africains à un certain nombre de règles éthiques, morales, de valeurs et de convictions que nous pouvons porter. Donc ils soutiennent tout le monde, tous les régimes, y compris les pires juntes. 2, ils utilisent beaucoup plus facilement la corruption que nous. Grosso modo, il y a une concurrence asymétrique qui se fait entre nous et les Chinois. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser les moyens que les Chinois utilisent vis-à-vis de certains dirigeants africains et de certaines sociétés africaines. Mais aujourd'hui, l'Afrique protège tout de même plus ses intérêts qu'auparavant, en privilégiant des diplomaties à 360 degrés, donc en ayant à la fois de bons rapports avec Paris, avec Pékin, avec Moscou et éventuellement Washington. Pourtant, les relations entre la France et l'Afrique ont connu des heures sombres ces dernières années. Quel regard portez-vous sur la récente accélération du retrait de la France en Afrique, notamment de l'Ouest, depuis 2022 ? C'est un désengagement normal, je veux dire, on est dans les années encore 80, 90, finalement, on était en situation post-décolonisation. Aujourd'hui, c'est très loin derrière nous, et il est normal que la France ne se comporte plus vis-à-vis des Africains de la même manière, mais néanmoins assume son influence et ses intérêts en Afrique. C'est ce que nous continuons à faire, hein. Nous venons de signer un accord de coopération militaire avec le Kenya, hors notre zone d'intérêt. Nous maintenons nos liens avec Madagascar, malgré le changement de régime à Madagascar. Nous maintenons nos liens avec le Sénégal, malgré une évidente non-proximité avec les nouveaux dirigeants sénégalais. Nous assistons au retour du Tchad vers nous depuis quelques semaines. Donc finalement, la France, elle continue à assumer ses intérêts. Et puis nous avons en plus un avantage par rapport à énormément de puissances extra-africaines, c'est le partage de la langue et donc le partage d'une certaine culture avec les Africains qui reste pérenne.
La DGSE est présente en Afrique. Elle est peut-être sur moins de territoires qu'auparavant, parce que c'est compliqué aujourd'hui de projeter du personnel spécialisé sous couverture ou sous légende. C'est plus difficile aujourd'hui en raison des nouvelles technologies, mais la DGSE reste très présente en Afrique. Je pense certainement que c'est le service de renseignement extérieur occidental le plus présent sur le territoire africain. Et les Français, oui, sont bien accueillis. C'est la jeunesse africaine qui est très perméable à des éléments de langage et à une offensive d'influence anti-occidentale et anti-française, avec beaucoup de crédulité de la part des populations entre 16 et 25 ans, en raison de l'utilisation de la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux contre nous. De plus en plus, nous menons une contre-guerre informationnelle, des contre-mesures, qui nous permettent de faire réentendre la voix de la France. Et nous avons, je pense, aujourd'hui les moyens de réaccompagner la présence et l'ambition française en Afrique. Vous écrivez que la DGSE est l'un des meilleurs services de renseignement au monde. Avec qui partage-t-elle le podium? Déjà avec les Ukrainiens, mais les Ukrainiens c'est normal parce qu'ils sont aux prises aux difficultés quotidiennes et pour eux l'excellence de leur service de renseignement, donc le SBU et le GUR, qui est le service de renseignement militaire ukrainien, pour eux c'est une question de survie. Avec le Mossad israélien aussi, qui reste l'un des services les plus efficaces au monde. Alors, évidemment, il y a les Chinois, mais moi je connais beaucoup moins bien l'appareil de renseignement chinois. Concernant le russe, il s'est énormément dégradé, parce qu'auparavant c'était les meilleurs des universités sous l'époque soviétique qui rejoignaient l'école du renseignement du KGB. Aujourd'hui c'est plus le cas, les meilleurs ils partent faire des affaires. Et côté américain, la situation de défiance entre une partie de la CIA, qui est considérée comme l'État profond par Donald Trump, impacte énormément la qualité du renseignement américain. Les rares expériences que j'ai eues au contact des Américains, quand j'ai vu les Américains débarquer quelque part, c'était pas exceptionnellement efficace, contrairement à nous qui nous conformions finalement aux règles de vie des gens auprès desquels on travaillait. On les voit arriver avec leurs gros sabots, ils sont arrogants, ils ont du mépris pour tout le monde, pour leurs concurrents évidemment, mais aussi surtout pour les Africains. La DGSE finalement privilégiant aussi le renseignement humain, c'est vrai qu'elle a tendance à muscler un petit peu cette partie-là de la formation. Et finalement, ce sont sur ces aspects humains-là qu'un service de renseignement peut avoir le plus de résultats. Savoir se lier à quelqu'un d'autre, c'est vraiment très important parce que ce qu'on demande, c'est du travail sur le long terme. On ne va pas ramener du renseignement tout de suite, du renseignement exceptionnel, mais c'est parce que sur le long terme, la relation de confiance justement avec ses interlocuteurs fait qu'on va petit à petit accéder à du renseignement très important pour son pays. Durant toutes ces années en tant qu'agent de la DGSE, comment êtes-vous parvenu à cacher votre activité à vos proches? J'ai pas d'enfants, donc ce qui est arrangeant parce que c'est très difficile de mentir à des enfants. C'est le plus dur et c'est ce qui laisse le plus de traces. Mais en fait, on compartimente sa cérébralité, on la cloisonne et finalement le cerveau s'habitue à fonctionner de cette manière. On peut être pâteau, éventuellement maladroit au début, mais petit à petit, on s'habitue avec des éléments de langage, avec des précautions, avec des petits tips, des petites méthodes à la dissimulation. Ça n'apporte pas nécessairement du plaisir, mais ça amène un confort et une routine de fonctionnement qui est importante. Déjà, on était au début de la téléphonie mobile, donc pendant plusieurs jours, parfois même peut-être 15 jours, je ne donnais pas de nouvelles. Donc il fallait que j'ai auprès de moi une épouse extrêmement compréhensive et exemplaire. J'étais consultant, lobbyiste, et j'étais pas nécessairement dans les endroits où j'étais vraiment. Elle avait certainement des doutes, mais ne me posait pas de questions, laissant à penser à ce moment-là qu'elle pouvait deviner que j'avais une autre occupation que celle que je lui exposais. Le mensonge ou la dissimulation ou l'omission, elle est nécessaire pour protéger les autres. Se protéger soi-même, protéger mon épouse, mais aussi protéger la structure pour laquelle on travaille, en l'occurrence la DGSE, c'est extrêmement important. À l'époque, on privilégie le silence et le secret, la confidentialité absolue. Je pense qu'aujourd'hui, on demande éventuellement d'avoir un confident qui peut être son conjoint, sa conjointe, dans lequel ou dans laquelle on doit avoir une confiance absolue. Dans cette vie faite de mensonges et de dissimulation, comment arriviez-vous à garder les pieds sur terre? La paranoïa fait partie de la préservation de toute manière et de la protection. Mais il faut que ce soit une paranoïa raisonnable. Il ne faut pas que ce soit une schizophrénie à tendance paranoïaque, parce que sinon, effectivement, on perd les pédales. J'ai jamais été vraiment ultra parano, même quand j'étais dans des environnements qui pouvaient paraître un petit peu compliqués. J'ai toujours essayé de me comporter de la manière la plus normale qui soit. Je pense que ça m'a pas mal préservé, en fait. Vous savez, un agent de renseignement, quand il arrive dans une capitale étrangère, s'il commence à
s'enfermer dans sa chambre, à tout vérifier, à pas manger le plateau repas qu'on lui amène en room service, à faire 200 longueurs dans la piscine et 300 pompes par jour. Là, il va être très suspect. Un Français, une Française qui voyage, elle lit connaissance, je veux dire, on se déplace normalement sans se retourner toutes les 3 secondes. Là, il faut être un petit peu passe-partout. Parfois, on est noyé dans son travail, dans ses émotions, et on finit par perdre la pleine lucidité de qui l'on est. Et moi, je m'efforçais, avant de m'endormir, de me dire, voilà Vincent, qui tu es vraiment, quel que soit l'environnement dans lequel tu baignes. Pour moi, il n'y avait pas de contradiction entre le garçon que j'étais et l'agent de renseignement, l'espion que je pouvais être au profit de la DGSE pendant ces années. J'étais le même, et parce que j'étais le Vincent qui a grandi à la montagne, etc., qui portait des valeurs, des convictions, je pouvais être mieux à même de comprendre le garçon que je devenais quand je partais en voyage.